Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va feuilleter un ouvrage qui s'appelle Datavision. Et il y a eu un deuxième tome qui a été publié récemment, mais ça c'est le premier. Et c'est un livre intéressant qui contient très peu de texte, mais plutôt des graphiques qui synthétisent des idées. Certains de ces graphiques sont très sérieux, certains sont beaucoup plus humoristiques ou subjectifs. Voilà le sommaire. Et voilà à quoi ça ressemble. Un de ces graphiques, le premier graphique. Celui-ci représente des carrés, des rectangles qui correspondent chacun à une somme en milliards de dollars. Par exemple, le petit carré que vous voyez tout en bas à gauche de mon écran et de votre écran représente la fortune de Bernard Arnault, 30 milliards de dollars. Donc le fameux célèbre PDG de LVMH. Et on a souvent l'impression que c'est un homme extrêmement riche et qui ne vit pas dans le même monde que la majorité des gens. Et c'est certainement le cas, mais ce graphique permet de se rendre compte que tout est relatif, comme l'indique le sous-titre. Et si on regarde par exemple ce rectangle, qui est déjà beaucoup plus grand que celui-ci, ce rectangle représente les bénéfices du marché de la drogue. Donc je présume dans le monde entier, c'est pas précisé. Et si on regarde cet énorme rectangle ici, qui est encore beaucoup plus grand que celui-ci, et encore beaucoup plus grand que celui-ci, il représente 3000 milliards de dollars. Et cette somme, c'est le coût total des guerres en Irak et en Afghanistan. Je trouve ça assez intéressant d'avoir des graphiques proportionnels comme ça. Ça a beaucoup plus d'impact qu'un long texte qui explique avec des chiffres. Et ça, je trouve ça assez intelligent comme mise en page, comme disposition. C'est la suite du précédent graphique. Et on voit ici que ce rectangle occupe tout l'espace de la page. Et il représente le coût mondial de la crise financière, à savoir 11 900 milliards de dollars. Donc, dans une balance, la crise financière pèse aussi lourd en termes de coûts que tous ces petits éléments. Et l'un de ces petits éléments, un des plus petits, est la fortune de Bernard Arnault. Donc certains de ces graphiques sont
très scientifiques, très factuels. Certains sont beaucoup plus littéraires, beaucoup plus subjectifs aussi. Voilà un exemple de graphique littéraire et subjectif qui est intitulé « Les livres que tout le monde devrait lire ». Et le sous-titre de ce graphique est « Un nuage consensuel ». Consensuel. Consensuel. Et c'est basé sur des sondages menés sur des blogs littéraires et dans le Monde journal, et aussi un sondage international qui s'appelle World Day Book Poll. Et quand je dis subjectif, je trouve ça assez intéressant et assez polémique, cette façon de dire que il y a des livres que tout le monde devrait avoir lus, mais je pense que l'auteur s'en amuse avec ce titre, Un nuage consensuel. Est-ce qu'il y a effectivement une liste de livres qu'on doit avoir lus? Est-ce qu'il y a des livres qui sont des passages obligés dans la vie de quelqu'un? Et est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'on doit avoir lu 10%, 20% de tout ce nuage d'ouvrages, de titres? C'est des questions intéressantes, et souvent on entend des profs, par exemple, qui nous donnent des listes de livres en nous disant voilà des livres que tout le monde devrait lire. Et personnellement, je trouve ça assez dérangeant. De hiérarchiser en quelque sorte de hiérarchiser les productions littéraires dans le monde entier. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Et si on s'intéresse de plus près aux titres qui sont exposés ici, on peut dégager un deuxième niveau de lecture, quasiment. Parce que si je regarde rapidement, je vois Madame Bovary, Flaubert, L'étranger de Camus, Le Rouge et le Noir, Stendhal, Les raisons de la colère, Steinbeck, Pour qui sonne le glas, Le vieil homme et la mer, Hemingway, La Bible, À la recherche du temps perdu, Proust, Voyage au bout de la nuit, de Céline, Gatsby le magnifique, Fitzgerald, Hamlet de Shakespeare, Le chien des Baskerville, Conan Doyle, Chronique martienne de Ray Bradbury. On a du Victor Hugo, on a du Molière, on a Marguerite Duras. Donc je sais pas si vous voyez où je veux en venir. 100% de ces auteurs sont ou européens ou américains. Bref, cette production littéraire est
exclusivement occidentale. On voit Guerre et Paix, qui est un grand classique de la littérature russe, Anna Karénine également, qui sont des exceptions. Mais autrement, d'où le deuxième niveau de lecture, qui est mon interprétation personnelle de cette liste. La hiérarchie de la production littéraire mondiale exclut une grande partie de la production littéraire mondiale, à savoir la littérature asiatique, africaine, d'Amérique du Sud, et la question c'est est-ce que les livres que tout le monde devrait lire sont effectivement occidentaux? Je trouve ça un petit peu ethnocentrique comme liste. Et c'est une vision un petit peu consensuelle effectivement de la littérature. Et c'est pour ça que l'auteur s'en amuse probablement avec son sous-titre. On est sur le même ordre d'idées avec celui-ci. Les couleurs à la mode. Donc on a différentes années, depuis 2002 jusqu'à 2010, avec l'été et l'hiver qui sont représentés. Ce sont les couleurs de la mode féminine. Ça aussi, c'est une idée un petit peu discutable quand on lit dans certains magazines. Le violet est très à la mode cette saison. Ou cet été, le orange revient à la mode. Et c'est vrai que parfois, il y a une dominante de telle ou telle couleur dans les vitrines des magasins qu'on peut observer. Mais je trouve que c'est un énième diktat de la mode, du prêt-à-porter ou de la haute couture, féminine davantage que masculine peut-être. Quoique, c'est vrai que c'est aussi le cas pour la mode masculine, mais à plus forte raison pour le prêt-à-porter et la haute couture féminine. C'est un peu un diktat que de dire telle couleur n'est plus à la mode cette saison. La collection, disons, printemps-été 2009, on voit très peu de bleu, c'est plus du vert, alors que en 2003, il y avait beaucoup de bleu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous n'êtes pas à la mode parce que vous ne portez pas les bonnes couleurs. Ça me fait penser à une phrase que le couturier japonais Yohji Yamamoto aime répéter, à savoir « Je déteste la mode ». C'est assez ironique de la part d'un couturier. Ça en dit long aussi quelque part. Là on voit aussi les noms, les différentes nuances avec des noms très amusants que le monde de la mode féminine trouve. Donc on a du rose pourpre, du rouge tango, rotin, rose poussière, cédrat sombre, outre-mer profond. C'est des narratifs assez intéressants. Ça m'a toujours amusé personnellement.
l'évolution graphique de la forêt amazonienne en 30 ans. Là, on a une genreologie de la danse. Donc une sorte de mind map qui retrace les liens, l'évolution chronologique et thématique des genres de la danse, de la soul au jazz, au deep house, ou à la trance, en passant par le techno, moderne, R&B. Il y a plein de subdivisions, la techno de Détroit, techno hardcore. C'est très très varié comme présentation graphique. Il y a plein de types de représentations visuelles qui sont utilisées. On a la même chose avec le rock. Ça pourrait un peu faire partie de ce qu'on pourrait appeler la vulgarisation. Qui est décriée par certains universitaires, certains intellectuels. Il ne faut pas vulgariser, il faut être précis, il faut être... Moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, cette vulgarisation, que ce soit à travers des vidéos sur internet ou à travers ce genre de graphique. Signification des couleurs autour du monde. On revient aux couleurs. Là, on voit la pyramide de Maslow, qui est quelque chose d'assez connu en sciences sociales notamment. C'est un peu les étapes du développement humain. Donc tout d'abord, on a des besoins physiologiques à remplir, à satisfaire. L'alimentation, l'eau, la chaleur, la santé. Et une fois seulement qu'on a satisfait ces besoins physiologiques, on peut passer aux étapes supérieures. Et ça fonctionne sur ce modèle-là. Ensuite, on a la sécurité. Une fois qu'on est en sécurité, une fois qu'on est assuré d'être en sécurité, on peut passer aux besoins supérieurs, l'appartenance, famille, amis, communauté, amour, affection. C'est très subjectif aussi, on peut se demander est-ce que effectivement la sécurité passe avant le besoin d'appartenance. Ensuite, on a la reconnaissance, l'estime de soi, l'autodétermination et enfin l'autotranscendance, qui est s'oublier soi-même une fois qu'on a satisfait tous nos besoins personnels et aider les autres à se déterminer.
Là on voit un graphique qui représente les religions dans le monde par nombre de pratiquants. Donc on voit que le christianisme est pour l'instant la religion principale, suivie de près par l'islam. Et les statistiques disent que dans peut-être une cinquantaine d'années, l'islam dépassera le christianisme. Puis on a l'hindouisme, le bouddhisme, les non-croyants, qui représentent 900 millions de personnes dans le monde. Puis les religions traditionnelles, chinoises par exemple, ou indigènes. Puis les religions africaines. Puis les croyances modernes, comme la scientologie. Là, on voit une carte qui représente les numéros 1 mondiaux. Et le sous-titre est « Parce qu'un pays est toujours le meilleur en quelque chose ». Alors c'est intéressant parce qu'on a des classements qui sont assez neutres, par exemple les producteurs de telle ou telle ressource. Par exemple, Madagascar est le numéro 1 mondial en termes de production de vanille. Et puis, on a des classements plus technologiques. Par exemple, j'essaie de trouver un exemple intéressant. L'Ouganda est le numéro 1 mondial en termes de prix de l'accès à Internet. Donc je ne sais pas si ça signifie qu'il est le meilleur en termes de prix, c'est-à-dire le plus compétitif, ou alors qu'il est au sommet du classement du prix de l'accès à Internet, donc le plus cher. On apprend aussi que l'Italie est le numéro 1 mondial des césariennes, ou que les Canadiens sont les plus grands buveurs de jus de fruits du monde. Là, on a des recettes de cocktails. Plutôt que d'avoir, encore une fois, un texte,
on a la représentation graphique avec les proportions de chacun des ingrédients. C'est vraiment une approche intéressante et novatrice. Parce qu'on dit souvent, on voit souvent, on lit souvent qu'on est dans l'ère du big data et qu'on est parfois dépassé par les statistiques. Et ce livre est en quelque sorte une façon de dompter les statistiques, de les représenter de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre, sans être dépassé par ces statistiques qui parfois peuvent être étouffantes. Sur cette page, on voit des graphiques qui représentent les intensités comparées de quelques termes de recherche sur Google et l'évolution à travers le temps. Ici, on voit que en bleu, ça représente l'intensité des recherches du mot Jésus, et en rouge, l'intensité des recherches des Beatles. Et il sera intéressant d'étudier des cycles éventuellement. On remarque qu'il y a une sorte de motif pour Jésus, peut-être lié à des événements, je ne sais pas. Ça c'est intéressant aussi, on voit Microsoft en bleu et Apple en rose. On observe qu'en 2004, Microsoft était beaucoup plus recherché que Apple. Et au fil du temps, cette tendance est inversée. Une autre façon de lire, d'approcher ces graphiques. Ici, on compare deux termes qui sont liés, qui sont intéressants en apparence à étudier. Microsoft et Apple, évidemment. Ici, on a le rouge à lèvres, en bleu, et le mot récession, en rose. Donc contrairement à Microsoft contre Apple, c'est deux termes qui n'ont apparemment rien à voir. Et pourtant, on voit une sorte de corrélation entre les deux. En 2008, le mot récession a évidemment été beaucoup plus recherché, étant donné la crise financière, et le mot rouge à lèvres également. Et c'est intéressant, c'est un petit peu plus léger, on va dire, comme statistique. Il y a même un site qui essaie de trouver ce genre de corrélation un petit peu douteuse entre deux termes complètement, entre deux variables complètement différentes. Et souvent, il n'y a aucun lien de cause à effet, c'est seulement une corrélation en apparence. Mais c'est quand même intéressant et on peut toujours s'amuser à chercher le lien entre les deux et pourquoi, pendant la crise, le mot récession a été cherché aussi souvent et surtout pourquoi le mot rouge à lèvres suit la même évolution.
Là, on voit ce que l'auteur appelle la grande muraille de la censure, à savoir les sites intégralement ou partiellement interdits et les termes de recherche censurés en Chine. C'est très impressionnant, évidemment. Quelques exemples de termes censurés qu'on voit ici tout autour. Droits de l'homme, information muselée, persécution, dissident politique, frontière sino-russe, incident de Tiananmen, curieusement. C'est très intéressant à lire, évidemment. C'est d'autant plus impressionnant de le voir représenté comme ça. Là, on a une sorte de rencontre des deux axes principaux que j'ai dégagés jusqu'ici, à savoir l'axe factuel et scientifique, et l'axe un peu plus subjectif, voire même ironique ou satirique. Et là, on voit une représentation de tout ce qui donne le cancer. Et le sous-titre, c'est source : les médias. D'habitude, la source figure tout en bas à droite de la page en petit. Et là, la source est précisée dans le sous-titre. Et c'est une source évidemment très vague. Et j'imagine que ça fait référence à cette tendance des médias à être alarmistes sur plein de sujets, notamment liés à la santé. Et c'est d'autant plus grave sur un sujet aussi sérieux et essentiel que le cancer. Donc on voit des sources, des causes qui paraissent très scientifiques et qui sont probablement effectivement des causes. Bromure de vinyle, cuisinière non ventilée, l'énergie nucléaire, l'arsenic, l'acide sulfurique. Et on voit également des sources comme l'encens, la saucisse, le saumon fumé, le soda allégé, le travail de nuit, et plus le mot est gros, plus le risque est avéré. Donc ici on voit par exemple la saucisse qui est écrit en plus gros que un champ magnétique avec des ondes donc, ou qu'un four à micro-ondes.
Donc selon les médias, on a plus de chances de contracter le cancer en consommant de la saucisse qu'en s'exposant aux ondes émanant d'un micro-ondes. D'où l'impression que j'ai que les deux tendances qui caractérisent cet ouvrage se croisent parfois. Encore un graphique assez original. Les scientifiques ont découvert que lorsque deux équipes de force égales se rencontrent, l'équipe rouge gagne le plus souvent. Par exemple, ils ont comparé les victoires et les défaites dans différents sports. Si on prend la Norvège et la France en handball, la Norvège qui joue traditionnellement en rouge, la France qui joue traditionnellement en bleu, et la Norvège a plus souvent gagné que la France. Et on peut considérer que la Norvège et la France sont effectivement de force égale sur la scène mondiale du handball. Ils comptent parmi les meilleures équipes du monde. Au football, Arsenal et Chelsea sont deux autres exemples. Arsenal joue en rouge, Chelsea en bleu. Et ça marche aussi en politique. On peut comparer les couleurs traditionnelles. D'ailleurs, on parle de couleurs politiques. Encore une fois, on revient en couleurs, comme au début de cette vidéo avec la mode. Les couleurs politiques, le rouge pour les travaillistes, le bleu pour les conservateurs. Évidemment, ce genre de graphique est assez subjectif et sélectif certainement au niveau des données, mais ça montre que les données et l'art de les manier, l'art de les collecter, l'art de les analyser peut être très intéressant et assez amusant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter ce livre si vous pouvez vous le procurer, parce que c'est
très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à dormir ou simplement à vous relaxer. En ces périodes d'avant Noël qui sont parfois quelque peu stressantes. Que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active. J'espère encore une fois que vous avez passé un moment divertissant ou intéressant ou simplement relaxant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.